Le wagon-restaurant. Bar en bois, velours râpé couleur framboise et fausses plantes vertes, le décor est désuet. À la carte, borsch, stolionka, pelmeni, bœuf stroganov, la nourriture est russe. Notre feuilleton maintenant, et cette semaine, nous allons effectuer un grand voyage. Embarquement immédiat dans le transsibérien de Moscou à Vladivostok. 6 jours et 7 nuits. Attention, ça n'est pas un train de luxe, mais on traverse vraiment la Grande Russie. Moscou, gare de Yaroslavl, en plein centre-ville. Il est un peu plus de 21h ce dimanche soir et comme 4 fois par semaine sur le quai numéro 3, un train reconnaissable entre tous, le transsibérien, le seul en Russie décoré aux couleurs du drapeau national. Dans la foule des voyageurs, parmi les familles, les militaires, les retraités, comme très souvent, quelques jeunes Européens en quête d'aventure et d'exotisme. On a juste pensé que prendre ce train serait une vraie expérience russe. Ça prend plus de temps, mais c'est beaucoup plus beau. On peut voir beaucoup plus de choses. C'est différent. Il faut dire qu'avec ses 9298 km de long, chiffre inscrit sur le monument à l'entrée du quai, la ligne Moscou-Vladivostok est de loin la plus longue du monde. Une ligne que connaît bien Irina. Depuis 14 ans, elle est provodnik, c'est-à-dire responsable d'un wagon. Un travail entre contrôleur, hôtesse et chargé de sécurité. Au moment du départ, je souhaite toujours que le trajet se passe bien, que les passagers soient sympas, que la météo soit bonne et que tout se déroule sans incident. Dernier bisou et c'est parti pour un voyage de 6 jours et 7 nuits. Dans les wagons, tout le monde s'installe pour passer le temps le plus agréablement possible. Alors que Moscou s'éloigne, les 3 jeunes Autrichiennes commencent à fêter le début de leur aventure. Vin blanc français et vodka russe, la soirée s'annonce arrosée. C'est bon. Pour l'instant, c'est très confortable. On est très bien, mais je ne sais pas dans quel état on sera dans 3 jours. Ce qui va nous manquer le plus, c'est la douche. Dans les wagons, les lumières ont effacé le monde extérieur. Point de passage obligé, le samovar du bout du couloir. C'est là que chacun vient chercher de l'eau chaude pour le thé ou le café. Pour ces soldats qui, après une mission à Moscou, rejoignent leur caserne, un Extrême-Orient russe, le temps semble devenu moins pressant. Pour eux, seul compte le repos. On va voir ce que c'est 7 jours à passer dans ce train. On va surtout beaucoup dormir, on va récupérer du manque de sommeil, mais ce soir d'abord on mange. Irina, elle, va travailler toute la nuit dans son compartiment couché de bureau. Vérification des billets évidemment, mais surtout elle doit savoir où descend chaque passager. Quelles sont leurs envies, leurs problèmes. J'ai fait le tour du wagon, tout le monde est souriant, tout le monde est bienveillant. Pour l'instant, tout va bien, il n'y a pas de gens malades. La nuit avance et petit à petit, chaque wagon devient un univers clos. Chaque compartiment un lieu intime où le silence n'est brisé que par le battement régulier des roues sur les voies ferrées. Notre feuilleton maintenant, et je vous rappelle que cette semaine, nous embarquons de Moscou à Vladivostok à bord du mythique transsibérien. Et sur cette ligne de chemin de fer interminable, il faut aussi savoir s'occuper. La grande animation, c'est le wagon-restaurant. Les arrêts permettent aussi de faire quelques achats souvenirs. Depuis plus de 24 heures, le transsibérien s'enfonce toujours plus vers l'intérieur du territoire russe. Vladimir, Nijni Novgorod, Kazan, le passage de la Volga et Ekaterinbourg, à 60 km/h de moyenne, les noms des villes ou des fleuves traversés résonnent comme une litanie qui rythme les rêveries, les lectures, les jeux ou les conversations. À bord, les passagers ont pris leurs habitudes. Ma fille a l'habitude. Elle a 4 ans. Elle voyage depuis qu'elle est bébé. Je ne m'ennuie pas, je m'occupe de mon chien. Je le berce pour le faire dormir. Dans le compartiment d'à côté, le passe-temps est tout trouvé.
Comme on va rester 6 jours dans ce train, je crois que j'aurai le temps de tricoter tout un gilet. J'espère seulement que j'aurai assez de laine. À l'extérieur, les paysages ont changé. Chacun découvre ou redécouvre l'immensité des forêts, toujours glacées en ce début de printemps. Kirov, 20 minutes d'arrêt, une des rares occasions de se dégourdir vraiment les jambes. Température tout à fait clémente pour la saison et l'occasion pour les passagers de faire quelques achats. Des rangées de vendeurs ambulants venus pour l'occasion proposent les objets les plus inattendus. Nourriture, boissons, chaussures de mauvaise qualité et souvenirs. Le tout à des prix dérisoires. Je vais prendre celle-ci. C'est pour ma fiancée. Pendant l'arrêt, chaque wagon est ravitaillé en charbon. Un seau pour chauffer l'eau du samovar pendant 24 heures. Déjà, le train repart. Lieu stratégique, le wagon-restaurant. Bar en bois, velours râpé couleur framboise et fausses plantes vertes. Le décor est désuet. À la carte, borsch, stolionka, pelmini, bœuf stroganov. La nourriture est russe. C'est là qu'Astrid, Ingrid et Elena ont décidé de passer une partie de la journée. Ce qui est bien dans le train, c'est la vie sans stress. On a beaucoup de temps libre, c'est rare, très agréable. Irina et ses collègues, eux, font leur propre cuisine. Je viens de le faire. Il est tout chaud ce thé. Manger au restaurant serait bien évidemment trop cher pour eux et la compagnie n'a pas prévu de les nourrir. Le repas est donc un moment de détente, l'occasion de parler des passagers qui sont aujourd'hui beaucoup plus exigeants qu'avant. Ils demandent que le wagon ne soit pas secoué, qu'il n'y ait pas de bruit, pas de grincement. Ils veulent que les prises électriques marchent, ils veulent l'air conditionné. Avant, tout ça n'existait pas et personne ne se plaignait. Il suffisait d'ouvrir la fenêtre quand il faisait chaud. De nouveau, la nuit tombe. Comme tous les soirs, Irina s'occupe du poêle à charbon. Elle veut être sûre qu'il y aura de l'eau chaude toute la nuit. Sur le trajet, les arrêts se multiplient. En tout, il y en aura près de 70. Pour les Autrichiennes, nouvelle occasion de sortir faire quelques photos souvenirs avant de remonter dans leur couchette. Le train repart. Demain, il sera en Sibérie. La suite de notre feuilleton maintenant et nous poursuivons notre long voyage à bord du Transsibérien qui va de Moscou à Vladivostok. Après 4 jours et 5 nuits, nos voyageurs traversent maintenant la Sibérie, à proximité du lac Baïkal, magnifique en cette saison. Ils sont très attendus par les vendeurs à la sauvette qui leur proposent du poisson fumé, la spécialité locale. La Sibérie. Depuis 2 jours déjà, le train traverse l'immensité de ce désert glacé. En ce début de printemps, les températures extérieures oscillent entre -6 et -20 degrés. Dans les wagons, le temps commence à paraître long. Les passagers partis de Moscou en sont à leur 4e jour et leur 5e nuit de train. C'est vraiment très long ce voyage. Regardez, j'ai commencé ce gilet à Moscou, j'ai presque fini. Il me reste à peine un quart à faire. Au hasard des rencontres, des amitiés se créent. Moment de convivialité privilégié, évidemment, les repas. De compartiment à compartiment, on partage les bouteilles, les provisions, achetées au cours des arrêts dans les gares. Hurrah, à nos vacances. On a tout dépensé pendant les vacances. Alors maintenant, on mange des pâtes. Et puis, il y a l'extraordinaire beauté du paysage. Moment inoubliable, l'arrivée et le passage près du lac Baïkal, encore totalement pris par les glaces. C'est là, dans la petite gare de Sludianka, où le passage du Transsibérien fait l'événement, que des vendeurs à la sauvette venus pour l'occasion proposent aux passagers de l'homoule fumé. Un poisson qui ne vit que dans le Baïkal. Chaque fois que je fais ce voyage, j'en achète. On ne le trouve qu'ici. À 52 ans, Baba Natacha fait partie de ces innombrables familles qui vivent grâce au passage du Transsibérien. Je fais ça pour nourrir mes enfants. J'en ai 5, dont 4 qui vivent encore à la maison. Comme toutes les babouchkas qui viennent à la gare gagner 4 sous, Baba Natacha prépare elle-même ses poissons. Une technique étonnamment simple. Un feu de bois au fond du jardin, une grille sur laquelle elle dispose les omoules pêchés la veille par son mari, 20 minutes dans la fumée,
C'est tout, c'est délicieux. Regardez comment ils sont beaux. Les gens en achètent beaucoup. À la gare, quand j'ouvre mon panier, il y a encore de la fumée qui sort. Les voyageurs se précipitent et en veulent tous. Hier au train, une personne qui m'en a pris 60. Pour nous, il n'y a pas d'autre solution pour vivre. Ici, il n'y a rien. Regardez autour de vous. Il n'y a que la montagne. Après avoir longé le lac Baïkal pendant près de 200 km, le transsibérien continue sa route vers l'extrême-orient russe. À bord, pendant que les premières classes se font servir des repas dans leur compartiment, Irina, la provodnik, a entrepris un grand nettoyage du wagon. Tout y passe, couloir, vaisselle, drap. Elle tient son wagon impeccablement. Je fais ça 2 fois par jour. Je dois tout nettoyer. C'est parce que le voyage est long? Non, c'est le règlement qui nous l'impose. On doit le faire. Ce soir, Irina va d'autant plus briquer son wagon qu'elle vient d'apprendre que demain, des inspecteurs vont monter à bord. La suite de notre feuilleton maintenant et nous poursuivons notre voyage à bord du transsibérien. Aujourd'hui, on fait escale dans une ville très particulière à Birobidjan. C'est la capitale de la République autonome juive de Russie. Elle avait été créée par Staline et présentée comme une terre promise. Elle est plutôt devenue au fil des années une enclave bien à part. C'est l'avant-dernier jour du voyage. Depuis la nuit dernière, le transsibérien longe la frontière chinoise. La plupart des passagers pensent déjà à ce qu'ils vont faire une fois arrivés. Nos militaires, eux, regrettent la fin du trajet. Quand on est dans nos unités, tous les jours se ressemblent. Ici, c'est différent. Pendant ce voyage, on se repose, on mange, on dort, on joue aux cartes. Et on lit aussi. Mais avant Vladivostok, il y a une étape pas comme les autres. Pour le voyageur du transsibérien qui s'arrête en gare de Birobidjan, seule l'inscription en hébreu sur le fronton indique que cette région s'appelle toujours République autonome juive de Russie. Créée dans les années 30 par Staline, une fausse terre promise, plutôt destinée à isoler les Juifs aux confins de l'URSS. Beaucoup ont répondu à l'appel et sont venus s'installer dans cette région marécageuse pour tenter de se construire un avenir à plus de 6000 km de chez eux. Dernier témoin de cette aventure, enfant des ghettos d'Ukraine, Faina est arrivée ici en 1931. On est arrivé à Birobidjan dans des wagons de bétail. On était regroupés par famille entière. Mais ici, il n'y avait rien. Alors on nous a installés dans des villages où on a surtout trouvé des moustiques et des guêpes. Si une partie de la communauté a immigré en Israël dans les années 80, la plupart des anciens, eux, n'ont pas voulu repartir. Fêtes et danses religieuses, banquets, ils maintiennent la tradition. C'est un rôti qu'on a fait nous-mêmes à la maison. C'est un plat traditionnel juif. Et puis, il y a la spécialité locale, la vodka cachère, aussi forte que les autres, mais fabriquée ici avec une recette gardée secrète et consommée sans modération. Dans le transsibérien, pour Irina, c'est un peu le moment de vérité. À Birobidjan, une équipe d'inspecteurs est montée à bord. C'est assez fréquent. Irina, prévenue, a évidemment tout nettoyé, tout lavé, tout vérifié, mais elle est quand même un peu inquiète. Oui, c'est un peu inquiétant. Je peux rater des choses, tout peut arriver, on peut se tromper. C'est un contrôle quand même. C'est nos supérieurs, c'est pour ça qu'on est toujours un peu stressé. Ils vérifient combien il y a de passagers, combien il y a de places libres, combien de draps ont été utilisés, la propreté dans le wagon, l'approvisionnement, le savon dans les toilettes. Ils contrôlent si on a bien fait notre travail. Et effectivement, pendant plus d'une heure, le wagon et les passagers vont être totalement inspectés. Rien à dire, heureusement, tout est en ordre. Pour le chef du train, c'est le plus important. Ça, c'est le journal de bord que je dois remplir 2 fois par jour. Tout est consigné là-dedans. Sur ce voyage, on n'a pas eu de véritables problèmes.
Tous les incidents ont pu être réglés pendant le trajet en fait. Toujours à la même allure, celle d'un TER, un train régional français, le Transsibérien poursuit sa route. Dans 24 heures, ce sera Vladivostok. Suite et fin de notre feuilleton maintenant et nous poursuivons notre voyage à bord du Transsibérien. Dernières heures de voyage avant l'arrivée à Vladivostok, le terminus. Un tel périple, ce sont aussi des destins qui se croisent, des rencontres et chacun va maintenant reprendre le cours de sa vie. Le passage du fleuve Amour, la preuve par l'image que l'arrivée n'est plus très loin. Dans les wagons, évidemment, chacun se prépare. Il faut dire que les dernières heures semblent longues. Aïna et sa mère s'ennuient. Le gilet commencé au départ de Moscou est quasiment terminé. Regardez, il ne me manque plus qu'à assembler toutes les pièces ensemble. Ça, je le ferai à la maison. En fait, j'ai fini de tricoter il y a déjà 24 heures. Depuis, je n'ai plus rien à faire. Je regarde par la fenêtre. J'ai hâte d'arriver chez moi. Pour nos militaires, derniers instants de repos et préparation des pactages. Eux vont descendre à Khabarovsk, la grande ville de garnison en Extrême-Orient russe, et dernier arrêt important avant Vladivostok. Comme à chaque étape, Irina prend soin de son wagon. Même au printemps, il faut parfois casser la glace. Pour l'instant, ce n'est pas trop dur. On n'est pas fatigué. Le plus dur, c'est le retour. Les dernières heures du voyage se font de nuit. Dans le train, il n'y a pratiquement plus aucun passager parti de Moscou. Et à l'aube, l'arrivée est presque anonyme. Mais c'est le terminus et tout le monde descend. Vladivostok, ici, on est à 9000 km de Moscou, 12 000 km de Paris, 9 heures de décalage horaire. Ce matin, la ville est grise. La gare n'est qu'à quelques dizaines de mètres du port, sur les quais, les bateaux de la flotte du Pacifique. Après 146 heures de train, Irina a besoin de marcher à l'air libre. Alors pour elle et sa copine, une promenade sur le port, c'est presque une tradition. J'aime bien venir ici. C'est calme. Il n'y a pas de stress. La ville est belle, surtout au printemps. Quand on arrive en train, on ne peut pas s'empêcher de regarder par la fenêtre tellement c'est beau. Quand je rentre chez moi, ma famille ne me croit pratiquement pas. Quand je leur dis que j'étais à Vladivostok, pour eux, c'est comme si j'étais à l'étranger. C'est mieux de venir en été. On a rêvé tant de fois de se baigner dans l'océan. On n'a jamais réussi. Mais Irina ne restera pas longtemps à Vladivostok. À peine 12 heures. Le temps de faire quelques courses, d'acheter des provisions pour ses repas dans le train du retour. Dès ce soir, elle remonte dans le Transsibérien, direction Moscou. Encore 6 jours et 7 nuits de travail, avant 15 jours de repos, bien mérités.